2 œufs mous et blanchâtres, identiques aux milliers d'autres, et pourtant, c'est vous, la future reine des fourmis, ainsi que votre frère, un des princes. Comme on l'avait vu sur notre vidéo « Comment devenir la reine des abeilles », certaines larves dans la ruche sont sélectionnées au hasard par les ouvrières pour être nourries à la gelée royale, ce qui les transformera en reines. Pendant longtemps, on a pensé que c'était pareil chez les fourmis. On ne comprenait pas la mécanique de sélection. En fait, contrairement aux abeilles, c'est votre mère, la reine, qui vous a volontairement choisi. Elle a pondu des œufs spéciaux, vous. Concrètement, ça se passe comment ? En fait, la reine dans son ventre a 3 options. D'abord, faire une ouvrière. Pour ça, elle féconde une ovule avec un spermatozoïde, comme les humains. Elle le pioche dans sa spermathèque, un organe où elle stocke un maximum de sperme pendant la reproduction, comme chez les abeilles. Elle peut aussi faire une soldat, avec la tête plus grosse. C'est le même principe que l'ouvrière, mais ses sœurs vont choisir de sécréter des phéromones spéciales sur environ 5% des larves. Deuxième option, la reine peut faire des princes. Pour ça, elle va uniquement pondre des œufs non fécondés, sans spermatozoïdes. Enfin, elle peut faire des futures reines. Pour ça, elle va se reproduire toute seule. La reine arrive à fusionner les noyaux de 2 de ses propres ovules pour former un œuf de princesse. Celle-ci ne s'occupera pas de ses enfants fraîchement pondus. Ce sont vos grandes sœurs ouvrières qui vont vous nourrir, vous lécher et vous retourner régulièrement. Certaines espèces vous badigeonnent même d'acide formique et d'un poison mortel pour vous protéger des bactéries et moisissures. Beaucoup d'espèces choisissent alors de se construire un solide cocon de soie. Voyez la différence avec les œufs. Bien protégés, vous allez pouvoir passer d'œuf à larve, de larve à nymphe. Vos pattes, vos antennes et le reste de vos organes commencent à se construire à l'intérieur. Les antennes des fourmis sont hyper importantes, elles sont composées de milliers de petits poils qu'on appelle les sensils. Elles permettent de toucher, de goûter, de sentir et même de détecter les phéromones. Ce développement est très coûteux en énergie. Chaque jour, vous aurez besoin de consommer un tiers de votre poids en nourriture. Une fourmilière consomme plus de 2 kg de nourriture par jour. Une fois devenue nymphe, vos organes et vos membranes sont maintenant bien visibles. Vous êtes prête à éclore. Les futures reines sont de grosses fourmis au thorax et abdomen bien développés pour y accueillir la spermathèque et les ailes. Les princes, eux, sont de taille intermédiaire avec un thorax bien développé pour y accueillir aussi des ailes. La tête, par contre, est bien plus petite, les mandibules et les muscles aussi, vu qu'ils n'en auront pas besoin. Tout comme leur cerveau, moins développé que les ouvrières qui ont des interactions et des comportements sociaux plus complexes. Ouais, le mâle fourmi sert un peu à rien. Ces jeunes fourmis royales sont de gros bébés. Princes comme princesses auront la vie de château, gavés par leurs ouvrières afin d'accumuler des réserves nutritionnelles sous forme de lipides. Tout ça en attendant le grand jour. Le vol nuptial. Lors d'une belle et chaude journée d'été, sans vent, avant ou après un orage, les ouvrières de différents nids sont dans un état d'excitation extrême. Elles sortent en masse du nid, agrandissant les sorties. Pour vous, la vie de château est désormais terminée. Un mur, un arbre, de l'herbe, qu'importe, il sera fréquent que vous chutiez plusieurs fois avant de décoller. Comme vous êtes resté dans le nid pendant des semaines sans utiliser vos ailes, vous n'êtes pas encore bien habitué. Certaines des princesses n'auront même pas l'occasion de décoller à cause de malformations, comme des ailes tordues, pliées ou atrophiées, les condamnant à la mort. Vous sentez désormais une odeur attirante, des phéromones de princes et de princesses d'autres nids qui veulent se reproduire avec vous. Mais soudain, des prédateurs, des oiseaux vous attaquent. C'est un carnage. Votre vol lent et maladroit fait de vous une proie facile et des centaines mourront en quelques minutes. Vous avez de la chance. Non seulement vous avez survécu, mais vous trouvez un partenaire de reproduction. Le plus souvent, l'étreinte sera unique et se fera à 2, mais chez quelques espèces, les princesses utilisent plusieurs mâles. Elles récupèrent leur fluide stocké dans votre spermathèque qui vous permettra de donner naissance à des millions d'œufs. Pour l'instant, dehors, vous êtes en danger permanent. Il vous faut chercher une fissure dans le sol pour vous cacher des prédateurs. Vos ailes deviennent un handicap, alors vous devez vous les arracher. Ce qui vous laissera des cicatrices durant toute votre vie de reine. C'est le rite de passage atroce que doivent s'infliger toutes les princesses qui veulent devenir mères. Et votre calvaire ne s'arrête pas là. Car au sol, de nouveaux prédateurs encore plus mortels vous attendent. Les lézards, les araignées, les mantes religieuses, sans oublier les ouvrières des colonies voisines affamées, car oui, des fourmis ennemies qui sortiront massivement de leur nid, attirées par les phéromones. Face à tout ça, les oiseaux dans le ciel, c'était presque rassurant.
Et les princes dans tout ça. Après l'accouplement, comme pour les abeilles, ils vont connaître un triste sort. Ce qui peut leur arriver de mieux, c'est de mourir de faim. La plupart du temps, ils seront juste dépecés par d'autres fourmis ou prédateurs, parce que s'ils décidaient de retourner au nid familial, vos sœurs ouvrières n'accepteraient pas son retour. À quoi servirait ce gros lourdeau à part gaspiller des ressources? Il sera déchiqueté par sa propre famille. Il ne reste donc plus que vous, la reine, et une question. Comment fonder une nouvelle colonie? 3 scénarios s'offrent à vous en fonction de votre espèce. D'abord, créer un nouveau nid tout seul. Vous allez devoir attendre de pondre vos premières ouvrières pour pouvoir être nourri correctement. Une petite dizaine au départ, faut commencer petit. En attendant, vous vivez sur vos réserves, vous digérez même vos propres muscles, notamment ceux de vos ailes arrachées. Après quoi, vos filles vous aideront à creuser et construire votre royaume. Deuxième solution plus simple, retournez à votre nid de naissance. Vous pourriez y revivre paisiblement avec vos sœurs et votre vieille mère, ou bien leur faire la guerre. Il y a des reines conquérantes comme ça qui reviennent décimer l'endroit qui les a nourries. Soit vous êtes polygyne, soit vous êtes oligogine. Dans les deux cas, les ouvrières sont entièrement dévouées à toutes les reines. Même quand elles se battent, il suffit de les manipuler grâce à ces phéromones. Pour éviter ça, chaque reine est gardée dans un secteur précis. Il faut absolument éviter qu'elle se balade et rencontre une de ses concurrentes. Normalement, il y a de la place, beaucoup de place. Les fourmilières sont de véritables villes souterraines, on y retrouve des nurseries, des greniers à nourrir, la salle royale ou des salles d'hibernation. Et ça peut être énorme. Des chercheurs ont coulé 10 tonnes de ciment dans le nid de fourmis brésiliennes et regardez l'étendue. Presque 2000 chambres de la taille d'un ballon de foot. Certaines espèces ont des super colonies pouvant s'étendre sur des centaines de kilomètres. Par exemple, les fourmis argentines ont créé un empire qui s'étend des côtes méditerranéennes du Portugal à l'Italie. 6000 km interconnectés. À l'opposé, les plus petites colonies de fourmis peuvent être contenues dans une simple noisette. Il y a des nids de terre, de brindilles, de champignons qu'elles cultivent avec des feuilles ou des toiles de soie qui leur permettent de coller des feuilles entre elles dans des branches. Oui, des nids en altitude. Vous cognez une branche et là, des milliers de fourmis vous explosent au visage. Plus cauchemardesque qu'un nid de guêpe. Comme dernier exemple, quoi de mieux qu'une fourmilière dont les murs sont faits par vos propres enfants? Oui, les fourmis légionnaires tropicales s'accrochent entre elles pour créer une structure protégeant la reine et les œufs, comme un immeuble construit d'humains empilés. Les fourmis sont terrifiantes et pourtant, un jour viendra quand la reine des fourmis mourra. 28 ans ont passé depuis votre naissance. Chaque jour, vous avez pondu entre 100 et 2000 œufs. À l'échelle de votre vie, c'est une dizaine de millions de fourmis auxquelles vous avez donné naissance. Vous n'avez fait que ça. Vous n'êtes sorti du nid qu'une fois pour la reproduction, puis plus jamais vous n'avez vu la lumière du soleil. Grâce à votre sacrifice, vous pouvez être fier. Vous avez construit quelque chose de grand. C'était long, mais maintenant vous vous sentez faiblir. Une fois votre spermatèque vide, vous ne pouvez plus pondre d'ouvrières pour s'occuper de vous et de votre colonie. Dans le cas où vous êtes la seule reine, la fin de la ponte signifie un long déclin de la colonie. Une ouvrière n'ayant une durée de vie que de 2 ans, bientôt votre cité sera vidée, s'écroulant sur elle-même. Car même les plus belles œuvres des pyramides à nos gratte-ciel ne sont pas éternelles. Par contre, s'il y a d'autres reines dans la colonie, dont vos propres filles, maintenant mères, il n'y aura pas de retraite au soleil. Les ouvrières n'hésiteront pas à vous tuer pour vous donner comme nourriture aux larves de vos filles et de vos sœurs. Chez les fourmis, on ne gaspille pas les protéines. Après une vie de labeur, vous voilà déchiqueté par vos filles, dont vous vous êtes si peu occupé au final. Vous avez construit un empire, creusé des structures monumentales, éradiqué tous vos concurrents et conquis la forêt entière, tout ça avec votre seul ventre fécond. Mais memento mori, c'est ce qu'on disait au général romain victorieux qui paradait en ville. Tu as gagné, tu te sens fort, mais n'oublie pas la mort. Peut-être fallait-il y penser plus tôt. Adieu, reine des fourmis.